Parfait. Bon, on va commencer. Donc, je m'appelle Amélie Rougier et je suis effectivement l'assistante de Gérald Bronner, peut-être pas son hologramme. Hein. On ne va rien exagérer. Voilà, voyons, allez-y. Est-ce que ça sera peut-être mieux? Est-ce que ça marche? Non, il faut que je le rapproche un petit peu, je pense. Ouais. Voilà, parfait. On va y arriver. C'est bon? C'est bon? Oui. Parfait. Donc j'ai effectivement été invitée aujourd'hui par Yves Deller, que je remercie, pour vous proposer une intervention avec deux objectifs. Le premier sera de vous apporter quelques éclairages théoriques sur le travail de Gérald Bronner, qui nourrit une approche pour le moins singulière pour l'heure en sociologie française, qui est aujourd'hui hors programme, mais qui vient frapper un peu épistémologiquement un certain nombre d'approches sociologiques dites classiques, mais qui sont en tout cas marquées par un relativisme et un culturalisme ambiant. C'est-à-dire finalement en synthèse d'expliquer le social uniquement par le social. Nous le verrons à travers deux de ses ouvrages. Le premier, La démocratie des crédules, qui est paru en 2013, et un second, écrit précédemment, La pensée extrême, sous-titré Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, qui est paru en 2009. Le deuxième objectif de cette intervention sera pour moi de vous livrer un certain nombre d'éléments qui peuvent effectivement concerner votre pratique. Comment vos élèves sont susceptibles de s'informer par eux-mêmes sur Internet, particulièrement, et les dérives que cela peut engendrer. Par exemple, l'exposition à un certain nombre de croyances telles que les théories du complot, mais aussi les thèses de l'islam radical. Et plus globalement, finalement, à la remise en question d'un certain nombre de savoirs dont vous êtes les garants. Vous aurez en effet probablement eu l'occasion de constater un curieux paradoxe. C'est que nous pensions qu'Internet serait un facteur de démocratisation du savoir. Et ce faisant, nous mènerait vers une société de la connaissance. Que dans une société progressiste, dominée par la culture de la raison, chaque nouvelle découverte scientifique viendrait finalement supplanter une croyance existante auparavant, un petit peu comme un système de vases communicants. Pourtant, il semble qu'un certain nombre de croyances montent aujourd'hui en puissance et finalement s'accompagnent d'une certaine méfiance vis-à-vis d'un certain nombre d'informations édictées par des acteurs qui pourtant sont légitimes. Les théories du complot, notamment, sont dorénavant considérées comme un problème public, vous le savez, depuis l'attentat de Charlie Hebdo. Ensuite, il y a des rumeurs étranges dont vous avez peut-être entendu parler. Par exemple, l'idée celle qui consiste à dire que l'État éditerait une théorie du genre, ce qui a amené certains parents à penser qu'on apprenait aux enfants à l'école à se masturber, et ce qui a entraîné un acte d'accusation assez fort qui a été la journée du retrait. Ou encore, il y a certaines préoccupations sanitaires, comme la peur des vaccins, qui en retour fait peur au pouvoir public. Parce que vous savez que si on dépasse la couverture vaccinale qui est de 5%, alors toute la population, l'ensemble de la population n'est plus protégée. On peut aussi parler de la peur des ondes, par exemple, qui a amené EDF à ajouter un zéro à la facture de la ligne à haute tension France-Espagne, tout simplement parce que il fallait l'enfouir pour éviter la peur des ondes. Ceci alors même qu'aucune preuve de la dangerosité des échanges électromagnétiques basse fréquence n'a pour l'heure été démontrée. Donc, c'est pourquoi, après vous avoir livré la lecture que fait Gérald Bronner du bouleversement du marché de l'information, qui a constitué l'apparition d'Internet, je vous proposerai de traiter plus spécifiquement le succès du conspirationnisme. On fera un vrai focus sur le conspirationnisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des conférences sur le thème du conspirationnisme ou de la radicalité. Non? Personne? Bon, une personne. Ok, qui pourra peut-être compléter certaines choses éventuellement dans ce cas. Donc voilà, je vais commencer un premier point avec une entrée en matière, une introduction à la sociologie cognitive de Gérald Bronner. Alors il s'inscrit dans le courant novateur de la sociologie cognitive dont il est la figure de proue en France. La sociologie cognitive, c'est pour l'heure un courant qui est pour le moins diffus dans le monde et qui principalement est développé en Amérique dans le domaine de l'anthropologie.
Alors, pour commencer, qu'est-ce que n'est pas la sociologie cognitive de Gerald Bronner? Peut-être qu'il faudrait commencer par ses oppositions. Eh bien, il est déjà en premier lieu opposé au relativisme. Il faut avoir en tête que Gerald Bronner est kantien et il s'oppose au relativisme et au culturalisme qui définit de nombreuses approches en sociologie et en anthropologie, c'est-à-dire qu'elles expliquent, je l'ai dit, le social uniquement par le social et qu'elles ne considèrent pas non plus de référence absolue de la vérité. Or, Gerald Bronner considère que la vérité n'est pas qu'une construction sociale. Il existe une vérité objective que la science tente d'approcher de manière la plus fiable et par l'administration de la preuve et jusqu'à preuve du contraire, on peut dire que les hypothèses pour l'heure émises par la science sont les plus probables. Et les avancées des sciences cognitives notamment, dans le champ scientifique, nous permettent aujourd'hui de prendre en compte un certain nombre d'éléments sur les déterminismes biologiques pour alimenter l'étude du fait social, et plus particulièrement comment notre cerveau traite l'information. Donc, Gerald Bronner s'intéresse de près aux sciences cognitives en ce qu'elles nous donnent de nombreux éléments pour comprendre comment notre pensée est structurée et comment certains invariants mentaux influencent nos raisonnements, nos comportements et par extension les faits sociaux. Pour autant, il ne considère pas pour l'heure que nous pouvons faire une sociologie par IRM. Pour parler vulgairement, nous ignorons par exemple le point de contact entre nos systèmes neuronaux et ce qu'on pourrait appeler la pensée. Ainsi, la sociologie pour lui ne peut pas se réduire aux avancées, ne peut pas se réduire aux sciences cognitives ou à la biologie. Il y a donc une distinction à faire entre la sociologie cognitive de Gerald Bronner et un cognitivisme qu'on pourrait qualifier de fort, qui est notamment représenté par l'anthropologie de Dan Sperber, écrivain de La contagion des idées. En cela, la sociologie que pratique Gerald Bronner, on pourrait le dire, est une sociologie qui n'est pas aveugle aux avancées des sciences cognitives, sans pour autant s'y réduire. Deuxième point, pour comprendre, c'est que dans la lignée de Max Weber et de Raymond Boudon, la sociologie cognitive de Gerald Bronner repose sur un individualisme et un infra-individualisme méthodologique, au sens où il s'intéresse à la réalité dans laquelle sont plongés les individus. Il fait ainsi de notre boîte noire, si vous voulez, le moteur du fait social, et c'est pourquoi il s'intéresse particulièrement au raisonnement et à l'argumentation pour étudier les croyances. Il considère que cet individu est rationnel, au sens où nous avons des raisons de croire ce que nous croyons. Pour reprendre l'exemple des platistes, par exemple, ceux qui croient que la Terre est plate, nous pourrions envisager qu'ils y croient de manière tout à fait irrationnelle. Pourtant, parmi les arguments religieux ou autres qu'ils pourraient donner pour justifier leur point de vue, il y en a au moins un que nous pourrions comprendre. Par exemple, le fait tout simplement qu'autour de nous ne voyons pas la Terre ronde, nous la voyons plate. Donc, une croyance n'existe qu'à l'intérieur d'un système de représentation et de croyances qu'il faut reconstituer. En revanche, on ne peut pas parler d'irrationalité pour qualifier les individus. Les individus croient, je le répète, croient ce qu'ils croient pour certaines raisons. Alors, si l'individu est rationnel, sa rationalité est cependant limitée. Et ça, c'est un point important. Il nous est facile de le concevoir en premier lieu parce que nous savons tous très bien que nous ne sommes pas omniscients. Et dans les trous informationnels, si vous voulez, que nous connaissons tous, nous avons tendance à construire du sens. C'est-à-dire que l'être humain est une véritable machine à construire du sens constamment. Et surtout, nous avons des difficultés à suspendre notre jugement. Nous remplissons donc l'informe, nous le verrons, en construisant une interprétation de la réalité qui nous paraît la plus acceptable, et cela ne se produit pas tout à fait de manière aléatoire. Notre pensée, notre intuition, je vous l'ai dit, est structurée, et notamment par des biais cognitifs, qui est un élément important de la sociologie de Gerald Bronner. Et ces biais cognitifs ont la particularité de nous amener souvent à l'erreur. Alors vous savez qu'il existe des illusions d'optique. J'ai un exemple ici, il est tout à fait scandaleux d'envisager que les cases A et B sont de même couleur. C'est assez difficile à envisager, et pourtant c'est bien le cas. Et bien de la même manière, il existe des illusions mentales dont je vais vous donner un exemple avec ce petit problème que j'aime beaucoup. J'ai un lot à 110 €. Il est composé d'une batte de baseball et d'une balle de baseball. Si je vous dis que le prix de la batte est de 100 € de plus
Il y en a un qui le connaît. Vous ne parlerez pas à haute voix par conséquent. Si je vous dis que le prix de la batte est de 100 € de plus que la balle, alors combien coûte la balle? Je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour réfléchir. Vous êtes matheux? Bon, ok, mais écoutez, il y a des moments où le show ne prend pas, c'est pas grave. Voilà, vous aurez dit 10, merci madame. Merci beaucoup. Spontanément, on a tendance à penser 10. Voilà, spontanément, on a tendance à penser 10, hormis bien sûr quelques personnes qui réfléchissent très vite. Tout simplement parce que c'est très satisfaisant mentalement. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'avarice mentale. Le problème paraît assez simple et donc on essaye de le résolver également très simplement de tête. Et surtout, ce que l'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas chercher à infirmer notre hypothèse. Parce que si nous le faisions, nous verrions que la différence entre 100 et 10 est de 90 € et non pas de 100 €. Donc il faut avoir en tête tout de même que bien qu'ils nous amènent à l'erreur, ces biais cognitifs sont tout de même une stratégie gagnante de l'évolution. Puisque par exemple, si nous devions envisager toutes les possibilités infinies de l'univers constamment et douter constamment de la réalité, nous deviendrions complètement fous. Donc ces biais cognitifs nous mènent à l'erreur, mais par ailleurs, ils sont un signe de bonne santé. Malheureusement, nous le verrons, malheureusement ou heureusement dans d'autres cas, nous le verrons, certains d'entre eux, en tout cas, sont très stimulés depuis l'apparition d'Internet, et qui va favoriser la montée en puissance de nombreuses croyances fausses. Donc pour finir sur cette description rapide du cadre théorique développé par Gerald Bronner, on pourrait résumer son projet sociologique de la manière suivante. Il s'agirait de concevoir et d'explorer la réalité sociale en ce qu'elle est une hybridation entre des invariants mentaux, les fameux biais cognitifs, entre autres, et des variables socio-culturelles. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous observons des nuages, par exemple, vous aurez peut-être tous remarqué qu'on va avoir tendance à reconnaître des visages, des formes, des objets, des animaux peut-être. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le réflexe pareidolique. Et ça, c'est quelque chose qui est universellement partagé. Donc, c'est bien un invariant mental en cela qu'il ne dépend pas de variables telles que l'âge, le sexe de l'individu. C'est quelque chose que nous partageons avec l'ensemble de nos amis Homo sapiens sapiens. Cependant, nous allons voir qu'on n'a pas les mêmes représentations dans ces nuages partout sur la planète. Par exemple, nous allons peut-être reconnaître le visage de Jésus dans ces nuages en France ou en Amérique, mais en Russie, nous allons peut-être reconnaître le visage de Lénine, ou en Inde, nous allons reconnaître peut-être le visage de Shiva, pour vous donner un exemple. Donc il y a bien une hybridation entre ce que l'on nomme des invariants mentaux et des variables socioculturelles. Il ne s'agit en rien de nier le poids de la culture. Même au sein d'une culture, certains vont voir le visage de Jésus, par exemple, dans un toast de pain grillé, certains vont trouver cela très amusant sans pour autant croire qu'il s'agit d'un signe de leur idole. Et d'autres vont non seulement croire qu'il s'agit bien de Jésus, mais trouveront également preneur à hauteur de 10 000 € sur eBay de ce type de toast. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est aussi ce qui a par exemple fait déplacer des populations qui sont allées voir une crème glacée tombée sur le sol représentant le visage de la Vierge Marie, qui les a amenés à se recueillir. Alors, pourquoi de nombreuses croyances remportent-elles l'adhésion du public? À quelles conditions est-il légitime de s'en inquiéter? Ce que je vous propose à présent, c'est de comprendre les mécanismes de constitution, de diffusion et de subsistance de ces croyances, sachant que, bien entendu, il n'y a pas de dichotomie entre, d'une part, des personnes qui seraient des imbéciles et qui croient bêtement, et des personnes très intelligentes qui sont bien éduquées et supérieures aux autres. Ces structures de l'intuition, je vous l'ai dit, nous concernent absolument tous, et en ce sens, j'espère que vous en apprendrez aussi un petit peu sur vous-même. Alors pour comprendre comment Internet a bouleversé le marché de l'information, il faut revenir un petit peu en arrière, nous apprend Gerald Bronner, et comprendre comment les croyances se diffusaient auparavant.
On a commencé à s'intéresser scientifiquement aux rumeurs vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la mesure où on cherchait à avoir la maîtrise de l'information. Vous savez que la communication, l'information, est une arme en temps de guerre. Et une rumeur, il faut dire que c'est un objet assez difficile à étudier. Puisque pour étudier une rumeur, il faut en avoir entendu parler. Le problème, c'est que si on en a déjà entendu parler, c'est que le mécanisme de constitution de la rumeur est déjà achevé, et il est en ce sens trop tard pour nous autres sociologues de l'étudier. Avec Internet aujourd'hui, on a la chance de remonter le processus de constitution de ces rumeurs, mais à l'époque d'Alport et Postman, dans les années 40-50 aux États-Unis, qui étaient deux psychosociologues, c'était une question un petit peu plus ardue. Alors, comment s'y ont-ils pris? Ils ont tout simplement simulé une expérience en laboratoire. Ils ont simulé une rumeur en laboratoire pour l'observer. Comment s'y ont-ils pris? Ils ont constitué un groupe et ils ont isolé une première personne. Par exemple, monsieur, et il vous aurait montré une carte, comme voici un exemple, et il vous aurait demandé ensuite d'aller décrire cette image à votre voisine. Votre voisine serait allée décrire cette image à monsieur, etc., etc. C'est le jeu du téléphone, quoi, si vous voulez. Et l'idée était tout simplement d'assister à une déformation de la narration. Et effectivement, ils ont observé au bout de 6 à 7 maillons que la narration était très différente de l'image initiale. Mais cette déformation ne se produit pas, et c'est intéressant, de manière tout à fait aléatoire. Vous voyez ici, par exemple, on voit une femme avec un bébé, on voit une scène très banale dans une trame de métro avec un homme qui lit un journal, et au premier plan, vous distinguez deux personnages. L'un est noir et l'autre est blanc. Et le blanc tient dans sa main, vous le voyez, une sorte d'objet qu'il est assez difficile de discerner. Et ils ont volontairement introduit des ambiguïtés un petit peu descriptives comme cela pour observer les déformations. Et ils se sont aperçus qu'au bout de 6 à 7 maillons, donc de 6 à 7 narrations et dans un certain nombre de cas, que ce n'était plus le blanc qui tenait un objet dans sa main, c'était un noir, c'était le noir, et qui menaçait le blanc avec un couteau. Donc la narration humaine ordinaire, qui est celle du bouche à oreille, que l'on pratique depuis la nuit des temps, a tendance à développer des formes de stéréotypes. Ici, un stéréotype raciste. Il faut prendre le contexte en compte, on est dans l'Amérique des années 50. Ils ne sont bien sûr pas toujours racistes. En tout cas, ce que Alport et Postman concluent, c'est que le stéréotype est le plus petit dénominateur commun de la croyance. Et ils ont observé également que la narration se déforme en fonction de nos capacités de mémorisation. Par exemple, on peut retenir que 6 à 7 arguments, pas beaucoup plus, selon les travaux de Miller, c'est 7 items plus ou moins 2. Autrement dit, ces rumeurs, elles étaient assez faiblement argumentées, lorsqu'elles s'échangeaient par bouche à oreille, et leur propagation était assez lente, finalement. Et ces légendes urbaines se diffusaient un peu comme des histoires drôles. Vous aurez remarqué sans doute que les histoires drôles, c'est un petit peu ça. Elles sont courtes, donc elles sont facilement mémorisables, et elles ont souvent un trait à des stéréotypes, les blondes, les belges, les fous, ou que sais-je. Donc c'est la déformation qui serait, par exemple, à l'origine des mythes et des légendes urbaines. La bête du Gévaudan, par exemple, était peut-être simplement au départ un gros loup. Ou plus actuel, on peut voir d'autres exemples. La rumeur d'Orléans en 1969, dont certains ont peut-être entendu parler. L'histoire, c'était que des femmes se faisaient enlever dans des... il y avait une rumeur comme quoi des femmes se faisaient enlever dans des cabines d'essayage et étaient ensuite droguées puis vendues sur le marché de la prostitution. Et là, on peut reconnaître, par exemple, deux stéréotypes dans cette petite histoire. On est à l'époque où les femmes commencent à porter des mini-jupes, par exemple. On est à l'époque où le prêt-à-porter commence à exister. Les femmes raccourcissent leurs jupes et ce n'était pas du goût de tout le monde. D'où le lien, sans doute, avec la prostitution. Voilà ce qui vous arrivera si vous portez des mini-jupes. Et un autre stéréotype dans cette rumeur, c'était qu'à l'époque, c'était des personnes de confession juive qui tenaient ce type de magasin. Voilà, donc, autre exemple, on a aussi la rumeur de Niort, peut-être que certains en ont entendu parler.
Alors cette rumeur, c'est que les maires des banlieues du 93 se débarrasseraient de leurs personnes, de leurs habitants de couleur vers les campagnes du 93, ici la ville de Niort. Alors ce qui s'est passé en réalité, tout simplement, c'est que la ville avait réaménagé sa place centrale et on s'est mis à y voir des habitants qu'on ne voyait pas auparavant. On leur a donné, soudain, ils ont eu une visibilité et certains ont eu des interprétations un petit peu racistes. Bon, mais Internet va bouleverser ces mécanismes de diffusion de l'information tels que l'information se diffusait auparavant. C'est-à-dire qu'Internet est une véritable révolution sur le marché de l'information, comme il y en a eu très peu dans l'histoire de l'humanité. Il y en a eu finalement trois, selon Gérald Bronner. La première étant l'écriture, tout simplement. La seconde étant l'imprimerie, qui a permis le stockage de bon nombre d'informations. Et Internet, c'est une révolution, c'est une troisième révolution à travers deux éléments. Le premier, c'est le stockage qui entraîne une massification sans précédent de l'information. Pour vous donner une idée, il y a plus d'informations qui ont été produites depuis l'apparition d'Internet, donc ces 15 dernières années, qu'il n'y en a fait eu depuis l'apparition de l'imprimerie jusqu'à l'apparition d'Internet. En 2010, il y avait ainsi 8 fois plus de masse d'informations qu'il y en avait en 2005. Deuxième élément, il s'agit de la dérégulation de l'accès au marché cognitif. C'est-à-dire que sur Internet, tout le monde peut s'exprimer, ne serait-ce que par le like, par exemple. Avant, il était restreint, c'est-à-dire qu'il était gardé par ce que Gérald Bronner appelle des gatekeepers, des journalistes par exemple, et dont le métier était structuré par des codes explicites ou implicites. Ainsi, ils évitaient d'interroger n'importe qui sur n'importe quel sujet, ils choisissaient des acteurs légitimes pour ce faire. Ainsi, la parole publique était encadrée et les journalistes pouvaient par exemple tout simplement être décrédibilisés, donc ils essayaient de l'encadrer le mieux possible. Et Gérald Bronner a montré que ces deux éléments, donc le stockage de l'information et la dérégulation de l'accès à ce marché, vont entraîner plusieurs conséquences qui vont favoriser la diffusion massive de tout un tas de rumeurs et de croyances. En premier lieu, Internet va générer ce qu'il appelle des millefeuilles argumentatifs, qui sont caractérisés par de très nombreux éléments disparates qui vont s'agencer comme des histoires et comme des théories insinuant le doute sur la position officielle des pouvoirs publics et qui sont par exemple visibles pour formuler des théories conspirationnistes ou fonder des préoccupations là où les scientifiques ou les médecins pourraient se vouloir assez rassurants. C'est-à-dire qu'avec les innovations numériques, on a tous la possibilité aujourd'hui d'enregistrer le réel, avec nos iPhones par exemple, ou avec divers objets. Et ainsi, il y a de plus en plus d'éléments qui se retrouvent sur Internet, où ils seront complètement décortiqués, où ils seront passés au crible et transformés souvent. Pour reprendre l'exemple de Charlie Hebdo, au bout d'une semaine, on dénombrait déjà une centaine d'arguments pour attester d'un complot. Donc vous voyez que le stockage, la massification de l'information va permettre comme ça de dépasser les problèmes de mémorisation des arguments. Donc oui, une centaine d'arguments au bout d'une semaine, donc un mécanisme de constitution beaucoup plus rapide également qu'avec le bouche à oreille. Et ces millefeuilles argumentatifs sont constitués d'arguments assez peu solides, parfois même contradictoires, et qui mélangent souvent de vraies et de fausses informations. Pour reprendre l'exemple de Charlie Hebdo, on se souvient de certains arguments comme la carte d'identité qui aurait été retrouvée sur la scène de crime, ou par exemple le fait que les rétroviseurs de la voiture utilisés pour fuir n'avaient pas, les phares de cette voiture n'avaient pas les mêmes couleurs sur deux photos distinctes. Mais vous voyez, hein, des arguments comme ça assez faibles, hein, assez faciles à défaire quand on s'y penche, mais comme ils nécessitent des connaissances approfondies dans de nombreuses disciplines, on est assez démunis pour contrer ces discours. D'autant que sur Internet, ce sont les plus motivés
qui règne et donc qui y croient dur comme fer. Gérald Bronner parle de tyrannie de la minorité sur Internet. Ce sont des minorités qui effectivement passent leur temps à produire ces contenus au point où ils sont tout à fait surreprésentés. Si vous tapez par exemple attentat complot, vous allez avoir, aujourd'hui c'est moins le cas, il y a eu une évolution assez rapide, mais il y a quelques années vous tapiez attentat complot et vous n'aviez que des sites complotistes, vous n'aviez personne pour tenter de contrer les arguments en face. Ils font appel à de nombreuses disciplines que les experts ne vont pas passer leur temps, si vous voulez, à aller défaire, tout simplement parce qu'ils ont autre chose à faire, on peut le comprendre. Et c'est ainsi que dans un premier temps, toutes ces croyances sur Internet se sont développées dans un silence tout à fait assourdissant. Donc des croyances formées d'éléments assez peu solides, mais comme il y en a des centaines, ça vous donne l'impression que tout ne peut pas être faux, si vous voulez. Qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'il y a au moins de quoi douter. Donc des produits très intimidants pour ceux qui tenteraient de les déconstruire, et nous verrons qui stimulent fortement certains biais cognitifs lorsque j'aborderai particulièrement le thème du conspirationnisme. Ces produits sont particulièrement troublants pour les indécis, pour une catégorie de personnes que Gérald Bronner nomme les indécis, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas une opinion très tranchée sur le sujet. Et pour ça, il a fait une petite expérience et il a montré qu'après lecture des 3 premières pages Google sur un sujet, prenons par exemple l'astrologie, ce sont bien les personnes qui étaient indécises sur le sujet en question qui ont vu leur point de vue le plus évoluer, alors que les croyants, eux, maintiennent davantage leur conviction. Et Gérald Bronner appelle ces millefeuilles argumentatifs des produits fortéens. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré de Charles Fort, qui était un personnage assez fantasque, qui s'était mis en tête de maîtriser l'ensemble de la connaissance de son temps. Et son grand truc, c'était de défendre des thèses tout à fait indéfendables, comme la théorie platiste. Et c'est comme ça qu'il s'y prenait, c'est-à-dire qu'il constituait des bâtiments argumentatifs dans le but d'insinuer le doute chez ses adversaires. Deuxième conséquence qui va favoriser l'essor de ces croyances, c'est ce que Gérald Bronner appelle la constitution d'îlots cognitifs. Alors comment? C'est que Internet va amplifier un biais cognitif qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire la tendance finalement à valider ces hypothèses plutôt qu'à chercher à les infirmer en tapant certains mots-clés. Par exemple, si vous pensez que les ondes sont dangereuses, vous n'allez pas taper ondes bonne santé, vous allez taper ondes danger. Et cela va vous amener vers ces individus dont je vous parlais tout à l'heure qui sont très motivés pour produire des contenus qui attestent de la dangerosité des ondes. Le biais de confirmation, c'est par exemple le fait que quand on est de gauche, on va avoir tendance à lire des journaux de gauche. Quand on est de droite, on va avoir tendance à lire des journaux de droite. C'est aussi ce qui fait que quand une personne est d'accord avec vous, cette personne est très intelligente, alors que quand elle n'est pas d'accord, en général, elle est un peu imbécile. Et sur Internet, nous sommes particulièrement bons pour faire l'usage de ce biais de confirmation. Et les personnes réceptives au contenu type théorie du complot ou préoccupation sanitaire, par exemple la méfiance vis-à-vis des vaccins, vont vont appliquer ce biais. Ça va partir d'un doute et puis petit à petit la croyance va pouvoir commencer à se dessiner, tout simplement parce qu'ils vont se laisser impressionner par des discours extrêmement touffus. Et comme il y a de plus en plus d'informations, nous avons de plus en plus de chances de tomber sur des contenus qui vont épouser notre conviction. Et du côté de la production maintenant des contenus, la chasse aux arguments peut se passer en réseau, notamment chez les conspirationnistes, et comporte un aspect assez ludique. Je vous en reparlerai quand j'aborderai l'aspect relationnel de ces îlots cognitifs, lorsque j'aborderai la question de la complosphère. Troisième conséquence qui va suivre le stockage de l'information et la dérégulation de l'accès au marché, c'est qu'Internet va générer une résistance des théories du complot à ce que Gérald Bronner nomme l'effet de saturation. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'avant Internet, les croyances se diffusaient par bouche à oreille. Il y avait donc une sélection darwinienne des théories du complot.
comme la diffusion était lente, seuls les événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité, si vous voulez, étaient jalonnés, par exemple, de théories du complot. On retient la mort de Kennedy, on retient la mort de Coluche, où par exemple l'homme n'aurait jamais marché sur la Lune, c'était en réalité une stratégie américaine pour l'emporter sur les Russes. Voilà, donc seuls des faits marquants de notre histoire étaient jalonnés de ces croyances. Mais pour la plupart des événements de l'actualité, la théorie n'avait pas le temps de se constituer, si vous voulez, qu'on passait déjà à autre chose. Il y a un effet, bien sûr, d'actualité dans ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, on parle très peu des attentats de Boston, par exemple. Donc il y a des événements secondaires, voilà, qui, eux, n'étaient pas marqués par la constitution de ce type de théorie. Aujourd'hui, avec la disponibilité de cette information sur Internet, les théories du complot vont pouvoir se construire instantanément. C'est ce qui fait qu'avec Charlie Hebdo, vous avez déjà une centaine d'arguments qui forment déjà tout un tas de récits au bout d'une semaine. Et aujourd'hui, donc, des événements secondaires, je ne pense pas qu'on puisse qualifier, bien sûr, Charlie Hebdo d'événements secondaires de notre histoire, seul l'avenir nous le dira, mais par exemple, le projet HARP, qui est un programme américain pour améliorer la communication, a été accusé c'est juste un programme qui permet d'améliorer la communication, mais il est taxé d'être en réalité un programme qui génère des tremblements de terre. Donc, il a par exemple été utilisé pour les accuser, par exemple, d'être responsable du tremblement de terre à Haïti en 2010, mais aussi de tout un tas de catastrophes naturelles. Donc, pour conclure sur ce premier point, c'est qu'il y a un facteur technologique qui est sans conteste important, et je vous conseille réellement la lecture de La démocratie des crédules sur ce sujet. D'ailleurs, on date la diffusion massive des théories du complot depuis les attentats du 11 septembre donc de 2001, et c'est une date qui correspond, je pense qu'on peut le dire, au développement d'Internet. Et pour résumer, les rumeurs, les théories du complot, certaines croyances existaient bien avant Internet. Il ne s'agit pas de dire qu'Internet a créé la théorie du complot, ce sont des choses qui existaient. Simplement, elles demeuraient des légendes urbaines, peu survivaient et surtout très peu passaient le filtre des gatekeepers. Donc c'était quelque chose qu'on parlait au café du commerce éventuellement, ou dans les dîners, mais ce n'était pas quelque chose qui se retrouvait sur la place publique, quoi, si vous voulez. Aujourd'hui, il faut s'adapter à leur visibilité et à leur nouveau poids dans l'espace médiatique. Néanmoins, le facteur technologique est extrêmement important, mais il y a aussi des explications par la modernité et la démocratie qui se combinent à ce facteur numérique, et nous allons aborder un petit peu plus tard ces facteurs. Je vous propose à présent de reconstruire l'univers mental et social du complotisme. Alors, il faut faire attention à ne pas tomber dans une forme de binarisme. C'est qu'il peut tous nous arriver d'envisager l'existence d'un complot lorsque certaines conditions, bien sûr, sont réunies. D'autant que les complots ont existé et ils existeront encore. Il ne s'agit bien sûr pas de dire que les complots, de manière générale, n'existent pas. Il y en a eu dans l'histoire. Alors, serions-nous tous complotistes finalement, et où placer le curseur? Parce qu'il est compliqué aujourd'hui de créer des cases avec d'un côté des conspirationnistes et de l'autre des personnes raisonnables. Alors, premièrement, il faut distinguer plusieurs types de conspirationnisme. J'ai repris pour cela une typologie réalisée par le politologue Michael Barkun dans A Culture of Conspiracy, paru en 2003. Il en distingue trois grands types. Un premier qui est le super conspirationnisme, un second qui est le conspirationnisme d'événements, et un troisième qui est le conspirationnisme systémique, et c'est celui qui va nous intéresser le plus puisque c'est celui qui jalonne toutes les théories du complot depuis les attentats de Charlie Hebdo et que l'on peut retrouver dans vos classes ou dans les cours de récréation. Alors en premier lieu, le super conspirationnisme, c'est celui qui nous apparaît finalement le plus loufoque, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des croyances qui mettent en scène qui peuvent mettre en scène des extraterrestres ou des forces surnaturelles, par exemple, qui nous auraient envahis en secret. C'est l'exemple de la théorie reptilienne. Je ne sais pas si oui, c'est une théorie qui vous parle. Alors, il s'agirait d'une race extraterrestre qui nous aurait envahis et qui mènerait une étude sociologique sur nous.
et se déguiseraient bien sûr en êtres humains pour pouvoir nous gouverner. Alors les preuves des individus qui sont convaincus de cette thèse, c'est par exemple des petites vidéos où vous voyez les yeux de Barack Obama qui d'un coup, vous voyez apparaître une rétine qui fait penser à des yeux de serpent. Par exemple, la peau de la reine d'Angleterre laisserait apparaître des écailles. Vous avez aussi des photos de la Lune qui seraient finalement une grossière mise en scène pour cacher la base extraterrestre de ces charmantes créatures. C'est comme ça qu'on explique aussi les crop circles. Oui, c'est effectivement... oui, non, mais ça suit tout à fait les mêmes types de mécanismes. Il y a aussi des références religieuses qu'on peut retrouver, par exemple, le fait que dans beaucoup de religions, on trouve des dieux reptiliens, du type le serpent le serpent d'Adam et Ève dans la Bible, ou alors le dieu Apophis chez les Égyptiens. Donc vous voyez des preuves qui nous semblent assez loufoques, qui nous semblent assez irrationnelles, mais qui pourtant s'appuient sur, il faut l'accepter, de la logique. C'est-à-dire qu'ils ont bien des raisons de croire ce en quoi ils croient. Par exemple, c'est une croyance, celle-ci, qui n'aurait pas existé au Moyen-Âge, si l'on réfléchit bien. Parce qu'il faut pouvoir se reposer sur des représentations du type la Terre est ronde, existe dans un système solaire, qui existe dans une galaxie, la galaxie existe dans l'univers. Dans la mesure où il y a beaucoup d'étoiles, et dans la mesure où il y a des millions de planètes, il y a probablement une qui est habitée. Nous serions peut-être pas seuls. Voilà. Donc vous voyez, il y a une croyance, il ne faut jamais la prendre toute seule, il faut la comprendre dans un ensemble, dans un système de croyances. Deuxième type de conspirationnisme évoqué par Michael Barkun, c'est le conspirationnisme d'événements, et celui-là peut tous nous concerner. C'est par exemple celui qui a agi à l'heure de l'affaire DSK, qui aurait été piégé au Sofitel selon la légende. Alors à l'époque, 57% des Français, selon un sondage CSA, a cru que c'était un complot. Alors pourquoi ? Parce que c'était complètement sidérant. Complètement sidérant, et s'il y a bien une chose que l'on a du mal à faire, nous autres êtres humains, c'est bien de suspendre notre jugement. On va tout de suite trouver une explication à des choses qui semblent nous échapper. Certaines conditions étaient en effet réunies pour croire en un complot. Par exemple, la représentation qu'on avait des personnages publics. Il était assez difficile d'envisager qu'un homme politique de cette importance ne puisse pas mieux contrôler sa libido qu'un adolescent, par exemple. Et puis, il y a des intérêts à croire au complot aussi. Donc, je vous ai dit, 57% des Français croient que l'affaire Sofitel est un complot, mais chez les socialistes, ils sont 75% à penser que c'est un complot. Il y avait peut-être un refus de perdre son vote, et peut-être l'espoir que si c'était une machination, qu'elle serait découverte à temps pour les élections. Mais surtout, il y avait le fait que cela tombe en pleine ascension d'un candidat qui avait toutes ses chances de l'emporter. Et il y avait ce type d'argument qui était que quelles étaient finalement les chances pour que DSK se fasse prendre juste à ce moment-là. À ce propos, voilà, on était tenté finalement de penser qu'il ne pouvait pas s'agir d'un hasard. Et sur cette question du hasard, sur laquelle je reviendrai lorsque j'apporterai les biais cognitifs qui faussent notre représentation du hasard, je vais en attendant vous parler d'une petite étude qui a eu lieu dans l'Ontario, dont les conclusions sont que plus un événement est tragique et exceptionnel, et plus nous aurions tendance à lui attribuer des causes qui n'ont pas attrait au hasard. Alors, comment s'y sont pris ces chercheurs ? Ils ont constitué deux groupes d'individus, et ils ont donné le même énoncé, ou en tout cas un énoncé qui commençait de la même manière, qui était que ça se passe dans un avion, et le pilote perd le contrôle de l'appareil suite à un incident technique. Au premier groupe, ils expliquent que cet incident technique c'est très bien fini, puisque finalement le pilote a réussi un atterrissage d'urgence et tous les passagers sont heureusement sains et saufs. Au second groupe, ils leur ont dit que malheureusement le pilote n'avait pas réussi à sauver l'affaire, et tous les passagers s'étaient crashés. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le premier groupe, donc pour l'énoncé, tout s'est bien passé, à la fin tout le monde est sain et sauf, ils ont eu tendance à interpréter les circonstances de l'incident comme un incident technique, d'ordre technique.
alors que le deuxième groupe a eu tendance à expliquer cet incident avec des arguments du type c'était peut-être un complot, en tout cas pour eux ça ne pouvait pas être un hasard. Donc il faut distinguer une tendance opportuniste, si vous voulez, à croire au complot, dans certains cas, de profil de personnes qui lisent presque tous les événements de l'actualité sous le prisme du complot, pour qui c'est systématique. Et c'est maintenant que j'apporte un troisième type de conspirationnisme, qui est celui qui va particulièrement nous intéresser dans la suite de cette présentation. Ici, dans ce conspirationnisme donc systémique, il ne s'agit pas de magie, si vous voulez, il ne s'agit pas de force surnaturelle, c'est plutôt le fait de sociétés secrètes, de petits groupes d'individus qui sont en quête de pouvoir ou qui veulent protéger leurs intérêts. En plus de ces différents types de conspirationnisme, il faut comprendre qu'il y a plusieurs degrés d'adhésion. Je vous ai dit, tout le monde ne croit pas de la même manière, ou en tout cas, au moins pas avec l'intensité. Prenez par exemple cette théorie du complot assez amusante, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'idée que Marlboro aurait copiné avec le Ku Klux Klan, parce que sur les paquets de cigarettes Marlboro, vous pouvez voir 3 cas. Donc ce serait la preuve ultime de leur acoquinage avec le Ku Klux Klan. Donc c'est un argument très très peu solide. Vous en avez entendu parler de ça là, oui, il me semble qu'elle est assez connue. Donc c'est assez peu solide, mais vous voyez que même si elle se diffuse depuis des années et des années dans les collèges, personne n'y croit au point de monter une association pour dénoncer le copinage entre Marlboro et le Ku Klux Klan. Ce sont donc des rumeurs qui se diffusent un peu sur le modèle de l'histoire drôle que j'ai évoqué précédemment, et l'adhésion est assez faible. Il y a ensuite des indécis qui un jour vont adhérer à la théorie du complot et le lendemain ils vont tout simplement changer d'avis. Ce n'est pas qu'on croit au complot, mais c'est qu'on envisage, si vous voulez, que c'est possible. Donc on n'infirme pas l'idée qu'il n'y a pas de complot, mais on n'adhère pas en totalité non plus, et je le répète, c'est précisément cette catégorie d'individus qui, au final, est celle qui est le plus amenée à faire évoluer son point de vue sur Internet. Il y a ensuite des croyants opportunistes qui collent assez bien au conspirationnisme d'événements dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'il y a un jour où on va y croire dur comme fer, par exemple l'affaire DSK, à l'époque quand même 57% des Français, c'est un chiffre qui est pour le moins énorme, mais je pense que si on refaisait aujourd'hui le sondage, il y aurait beaucoup moins de personnes qui croiraient à cela. Donc voilà, c'est croyants opportunistes, donc ce sont des croyances qui vont évoluer. Il y a ensuite des croyants tout court, qui s'appuient, je l'ai dit, sur un système de croyances, et ce qui va les amener à appliquer un biais de confirmation systématique sur l'information. Ici, le complot va devenir une grille de lecture véritable de leur réalité. D'ailleurs, les individus qui croient à une théorie du complot adhèrent en général à plusieurs autres théories du même type. Parmi eux, il y a des activistes qui vont rassembler, produire, puis proposer des contenus complotistes, donc c'est millefeuille argumentatif ou produits fortéens, et qui font cela jusqu'à parfois une certaine forme de paranoïa. Et ce sont des individus qui vont tout passer au crible de la critique, qui vont affirmer que le complot existe d'abord, et qui vont ensuite chercher des anomalies pour étayer leurs idées. Il le démontre évidemment, en tout cas pour l'heure, peut-être qu'un jour un complot sera démontré, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne démontrent jamais le complot en question. Ils ne prennent pas non plus en compte des arguments qui contrediraient leur thèse. Ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que la croyance a quelque chose d'identitaire, si vous voulez. Nous tenons tous à nos croyances. Par exemple, si demain, vous sortiez prendre votre petit déjeuner sur votre terrasse et que vous faisiez face à des extraterrestres, vous seriez plutôt dans un rejet du réel. C'est-à-dire que vous pourriez imaginer que vous avez des hallucinations, vous souhaiteriez peut-être aller voir un psychiatre, mais vous seriez tout à fait sidéré. Donc on tient à nos croyances, elles tiennent à notre identité, et l'identité se définit tout de même comme une sensation de continuité de soi-même. Donc quelque chose d'assez précieux pour un individu.
Et la croyance, parce qu'elle est identitaire, va se distinguer d'une simple représentation. C'est-à-dire qu'une simple représentation, elle se défait face à la contradiction. C'est-à-dire que vous pensiez que Madonna était blonde, eh bien en réalité on vous dit que non, à la base elle est brune. Bon voilà, c'est pas quelque chose qui va changer votre vie, donc votre représentation va changer. La croyance, elle, parce qu'elle est identitaire, est particulièrement résistante. Et il sera extrêmement difficile, ainsi, voire impossible, de convaincre un croyant avec des faits qui démontrent l'inverse de ce qu'il prétend. Ils perdent finalement cette conditionnalité de la croyance que j'ai évoquée avec le conspirationnisme d'événements, c'est-à-dire qu'à certaines conditions on peut croire au complot. Eux, ils perdent tout à fait cette conditionnalité de la croyance, ils adhèrent inconditionnellement à une lecture de la réalité. Donc pour résumer, il ne faut pas être binaire, il y a bien différents types de conspirationnisme. Il y a également différents degrés d'adhésion. Alors je vous propose à présent d'étudier les caractéristiques du complotisme, c'est-à-dire à travers le fruit, c'est-à-dire que ces théories sont le fruit à la fois d'invariants mentaux, en termes de structure cognitive du raisonnement, mais aussi de tenants psychiques, en termes d'attractivité mentale, combiné à des variables socioculturelles, et on abordera sur ce point le complotisme comme une mythologie moderne. Alors en premier lieu, quels sont les biais cognitifs en jeu dans la rhétorique complotiste? Alors je vous rappelle bien sûr que ce sont des illusions mentales qui peuvent tous nous concerner et que par conséquent nous pouvons tous être intimidés par ce type de rhétorique qui a fortement attrait à des biais de raisonnement qui sont très actifs notamment pour nier l'existence de coïncidences ou de hasard. Il s'appuie sur des anomalies pour construire les fameux produits fortéens qui multiplient les arguments faux ou douteux pour être intimidants. Et ce qu'ils vont faire notamment, c'est qu'ils vont agencer toutes ces anomalies comme des histoires, et c'est ce qu'on appelle l'effet Othello, c'est-à-dire qu'il est plus facile de se rappeler d'une histoire plutôt par exemple d'une note de synthèse. Donc il y a un effet de narration qui va jouer sur l'attractivité mentale de ces théories. D'autres biais en jeu, vous aurez peut-être remarqué que la rhétorique complotiste commence en général par toujours la même phrase, c'est « à qui profite le crime ?» C'est ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité, c'est le qui prodest, à qui profite le crime. Et là, parfois, on va, par exemple, montrer sur telle vidéo que tel individu a eu un petit rictus au moment où on lui a posé une question, et ce qui prouverait, par exemple, sa culpabilité. Autre biais que vous connaissez en tant que professeur, je pense très bien, c'est le mélange entre corrélation et fonction. C'est tout simplement l'idée que non, les hirondelles ne font pas un printemps. C'est un même... je pense que vous connaissez bien le mélange entre corrélation et fonction qu'il faut défaire avec les élèves. Et là, on a par exemple des arguments du type Rothschild aurait acheté Charlie Hebdo 2 semaines avant les attentats. En plus, c'est une information qui est fausse. Et on va également prêter des significations aux dates, aux chiffres, et c'est un mélange qui va être assez pratique pour nier l'existence de coïncidences. Ensuite, autre biais en action, c'est ce que Gérald Bronner appelle la négligence de la taille de l'échantillon. Et c'est un biais qui est extrêmement intéressant quand on observe des arguments du type « quelles étaient les chances pour que, par exemple, Rothschild achète Charlie Hebdo 2 semaines avant les attentats ?» Bien, l'idée, c'est qu'il y en avait, en fait, tout simplement des chances, parce qu'il faut prendre l'échantillon pour être en mesure de se représenter correctement le hasard. C'est par exemple, je vais prendre l'exemple des prémonitions. On peut dire que sur les centaines, voire les milliers peut-être de prémonitions qui sont formulées chaque année dans le monde, on peut imaginer qu'il y en a au moins une qui peut prédire un fait d'actualité qui va avoir lieu. Parce que tout simplement, il faut prendre la taille de l'échantillon, quoi. Si vous avez des centaines d'énoncés, il y en a peut-être bien un qui tomberait juste, et il y a une phrase comme ça qui dit que les voyants ne sauraient avoir le privilège d'avoir toujours tort. Dans la négation
du hasard, on trouve également, je vous en ai parlé, le réflexe pareidolique. Donc, je vous ai donné l'exemple avec les nuages ou ce fameux toast de pain grillé. On prête par exemple également, ils ne sont pas seulement visuels, hein, ils peuvent être également auditifs. On va aussi par exemple prêter des significations aux dates. J'ai retenu un exemple sur Charlie Hebdo qui est assez intéressant. C'est que quand vous observez la carte de Paris et le trajet qu'a emprunté les terroristes pour s'échapper, ça dessinerait les contours du pays d'Israël à l'envers. Comme s'ils ne pouvaient pas finalement s'empêcher de signer leur crime. Voilà. Enfin, les discours complotistes s'appuient sur une perception biaisée de la science dont pourtant ils se réclament. C'est par exemple l'argument « prouvez-moi que j'ai tort et que c'est faux ». C'est un argument qu'on retrouve assez souvent. Si j'arrive demain et que je vous dis que en arrivant à cette conférence, j'ai croisé une licorne dans la rue, vous allez probablement interpréter cela en me disant que j'ai dû fumer des choses illicites ou autres et que ce n'est pas possible. Et si je vous demande maintenant de me prouver que j'ai tort et que je n'ai pas vu licorne, vous n'allez pas pouvoir me le démontrer. C'est-à-dire que la science peut prouver que quelque chose existe, mais elle ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Et c'est souvent ce que les conspirationnismes demandent, c'est de prouver qu'ils ont tort. Mais c'est pas quelque chose de possible, tout simplement. Autre perception biaisée si ce n'est de la science, au moins d'une pensée raisonnable, les anomalies deviennent des preuves chez eux et le possible devient vérité. Ils confondent complètement des indices, hein, éventuellement, ce qui pourrait s'apparenter à des indices. Bon, il y a des arguments plus ou moins sérieux. Je ne sais pas si la carte d'Israël peut être un argument tout à fait convaincant. Néanmoins, ils confondent tout à fait. Pour eux, ce sont des preuves de ce qu'ils évoquent. Et quand j'étais en licence, je me rappelle être allée à l'église de Scientologie parce que je voulais c'est quelque chose qui m'intriguait, et je voulais voir si on allait me parler d'extraterrestres ou pas. Et j'ai été assez surprise parce que moi je pensais quand même arriver dans un endroit qui me frapperait un petit peu mentalement. Pardon. Et ce qui est assez frappant, c'est que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas, excusez-moi, ils ne m'ont pas effectivement parlé d'un chef autoritaire extraterrestre qui aurait enfermé son peuple dans des Boeing en direction de la Terre. Ils ne m'ont pas dit non plus que ce sont les âmes défuntes de ces habitants qui nous hanteraient, qui provoqueraient tout un tas de maux dont l'ambition de la scientologie serait de nous délivrer. En réalité, c'était des personnes extrêmement accueillantes qui auraient pu finalement être de bons amis à moi, hein, qui me ressemblaient tout à fait. Et ce dont ils m'ont parlé, c'était plutôt d'une sorte de développement personnel. Ils m'ont montré par exemple une petite vidéo sur la dialectique et sur leur gourou, en disant que c'était un des disciples de Freud. Donc vous voyez, en utilisant des idées tout à fait acceptables. Pourtant, le récit que je vous ai raconté sur le chef extraterrestre démoniaque est bien la croyance existante dans la scientologie. Donc, il faut comprendre qu'au départ, dans les processus d'adhésion aux idées radicales ou d'entrée en secte, on n'arrive pas tout de suite avec des idées, tout simplement parce que vous allez avoir une réaction de rejet. Au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous délivrer petit à petit, au compte-gouttes, des petits éléments du système de croyance que vous allez, au bout d'un moment, mettre en cohérence. Il faut que, si vous voulez, à chaque étape, le saut intellectuel ne soit pas trop fort, de manière à ce que vous puissiez continuer le processus d'adhésion. Gérald Bronner utilise une image assez triste. C'est l'idée de la grenouille ébouillantée. Peut-être que vous avez entendu parler de cette métaphore. C'est-à-dire que si vous jetez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va sauter instantanément. Donc,
si on arrive et qu'on vous parle d'extraterrestres, vous allez partir tout de suite. En revanche, si vous plongez cette grenouille dans de l'eau froide et que vous montez la température petit à petit, il est probablement dommage pour elle, probablement qu'elle se fera ébouillanter à la fin. J'en viens donc au processus de radicalisation des jeunes Français. Il a été observé par le CPDSI, donc le Centre de prévention de déradicalisation et de suivi individuel, qui est une association loi de 1901 d'intérêt public, et ils établissent un rapport chaque année sur la question, à partir du suivi de 1026 jeunes signalés depuis l'ouverture du centre en 2014, et ils travaillent sur la base d'entretiens avec les familles, avec des jeunes. Ils font l'étude de leurs discussions avec des rabatteurs notamment, et des vidéos qu'ils regardaient par exemple, ou tous les produits auxquels ils étaient exposés. Vous connaissez par exemple peut-être probablement le nom de Dounia Bouzar. Donc, voilà, il y a des controverses autour d'elle. En tout cas, je considère que les matériaux qui sont issus de cette initiative sont tout à fait intéressants. Alors, c'est un processus, vous le verrez, qui rejoint un petit peu ce que je viens d'évoquer. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. C'est un processus qui suit 4 étapes principales. Dans les deux premières étapes, on a un embrigadement relationnel, qui est marqué par une isolation de l'individu, puis d'une éviction de l'individu, et puis ensuite on a un embrigadement qui est cognitif. Où là, ces étapes sont marquées par l'adhésion au système de croyances salafistes, et enfin on a une déshumanisation de l'individu et de ses concitoyens. Première étape de ce processus, c'est l'isolement de l'individu de son environnement socialisant. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce qu'ont fait les rabatteurs, c'est qu'ils vont plonger l'individu dans une lecture tout à fait paranoïaque du monde et de leur entourage, et qui va amener l'individu à ne plus faire confiance à personne. Ce qu'il faut dire, c'est que toute vie sociale repose sur la confiance entre les êtres humains, et la méfiance est précisément l'ingrédient qui va déclencher l'isolement de l'individu, qui ne finira par accepter que les croyances de l'islam radical, et cette croyance pouvant être résumée par l'idée que seule une confrontation avec l'Occident peut régénérer le monde et rendre sa dignité au peuple musulman. Alors comment s'y prennent-ils? Ils font usage de la théorie du complot, c'est-à-dire que les recruteurs montrent des vidéos aux individus sur tout un tas de sujets, donc par exemple sur les médicaments qui seraient délivrés par les pouvoirs publics pour endormir nos fonctions cérébrales, ou des éléments géopolitiques, sur l'histoire qui prouveraient que les adultes, l'État, les professeurs et tout corps social leur mentent. Et en même temps que la confiance envers la société qui entoure le jeune se détruit, on lui propose une version victimaire, si vous voulez, qui vient construire le sens de tous ces mensonges. C'est que Israël, dans le but de posséder pouvoir et science, tirerait les ficelles d'un complot mondial et se serait installé au Moyen-Orient grâce au concours des Occidentaux dans le but de détruire la civilisation musulmane. Et puis, toujours dans cette première étape, on leur explique que le malaise qu'ils pouvaient probablement vivre avant est la preuve de leur supériorité sur les autres. C'est-à-dire qu'on vient comme ça jouer on vient inverser tout malaise possible comme preuve de la supériorité, et on leur dit que ils avaient comme ça cette intuition que le monde était bel et bien corrompu. Ils sentaient finalement l'existence de tous ces mensonges, et c'est ce qui est la preuve finalement de leur élection divine. Donc voilà, une stratégie qui est de dire que s'ils adhèrent à ces croyances, c'est tout simplement parce qu'ils sont supérieurs aux autres. Je vous rappelle d'ailleurs que le doute chez les complotistes, c'est une preuve d'intelligence. Donc on va jouer là-dessus à cette étape. Donc le jeune va évidemment s'isoler assez rapidement,
Et ils vont également être prévenus par les rabatteurs que leur entourage social pourrait tenter de les défaire de toutes ces vérités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas son discernement et parce qu'ils sont jaloux. Et ce discours-là va utiliser toute opposition de l'entourage, si vous voulez, pour se faire l'illustration de la théorie du complot. Deuxième étape, c'est une étape qui est marquée par l'éviction de l'individu au profit du groupe. C'est-à-dire que deux notions sont introduites par le discours radical. La première, c'est la pureté du groupe, et la seconde, c'est la primauté du groupe purifiée sur tout autre. Il y a la notion de véridique qui reprend ces deux notions, qui est vulgarisée par le rabatteur Omar Homsen. Il décrit un groupe qui connaît la vérité suprême, tandis que les autres sont des endormis ou des corrompus, et ils ne sont pas, eux, élus par Dieu pour voir la vérité. Et seule l'union de ces véridiques, si vous voulez, qui possèdent donc le vrai islam, est en mesure de combattre la dégénération du monde occidental. Et c'est ainsi que les jeunes vont renoncer à trouver une place dans ce monde qu'il faut combattre. Et à cette étape va se former une sorte, quelque chose qu'on retrouve aussi dans les processus sectaires, qui est qu'il y a comme ça une forme d'exaltation de l'appartenance au groupe. Il y a ce que Gérald Bronner appelle du love bombing, quoi. Donc un bombardement d'amour qui va amener l'individu à renoncer à toute singularité. Il se sent dans ce groupe et avec les autres connecté, tout à fait connecté, c'est tout à fait fusionnel. Ce groupe devient un tout positif alors que les autres sont un tout négatif. On se focalise à cette étape sur les ressemblances entre élus afin de se distinguer des autres. Il y a un certain plaisir, si vous voulez, à trouver une telle proximité, une telle solidarité. Et c'est ainsi que le groupe va devenir plus important, les liens avec le groupe vont devenir plus importants que les liens avec la famille, les liens biologiques par exemple. Et à cette étape, pour l'éviction de l'individu, on a parfois recours à des vêtements couvrants comme le camis ou le djilbab par exemple, pour gommer les distinctions, les différences entre les individus. Le jeune perd ainsi tout espace personnel et il se soumet entièrement à la loi du groupe. Troisième étape de l'adhésion à l'idéologie de l'islam radical, c'est une étape qui est marquée par l'adhésion de l'individu au système de croyance. Les recruteurs ici vont tout simplement adapter le discours qu'ils vont avoir aux aspirations individuelles et émotionnelles de l'individu. Donc ils vont finalement se servir des aspirations pour livrer une espèce de mission sur mesure, quoi, si vous voulez, qui va ainsi amener le jeune à s'investir au sein du groupe. C'est ainsi, lors de cette étape, que la manière de parler, de penser, d'agir va se transformer, et on remarque à cette étape un véritable phénomène de born again. Et voilà, donc en gros, tout le système de croyance de l'individu va se transformer et va se reconstruire autour des thèses de l'islam radical. Et là encore, c'est un processus qu'on retrouve dans les sectes. Alors, l'islam radical n'est pas considéré pour l'heure comme une secte, simplement le partage des traits communs. Dernière étape de ce processus, c'est la déshumanisation. Une déshumanisation qui est double. C'est-à-dire qu'il y a une déshumanisation du jeune lui-même, mais aussi celle de l'autre, hein, qui sont des mécréants, et tous ceux finalement qui n'appartiennent pas au groupe. Alors comment s'y prennent-ils ? Il y a d'abord une banalisation de la cruauté. Il y a par exemple l'usage de vidéos macabres, de décapitations, de meurtres, de tortures, où la violence est tout à fait légitimée. À cette étape, pour l'individu qui s'est radicalisé, il faut savoir qu'il tire sa toute-puissance de ce en quoi il croit. Et seul contre la croyance, et ils vont ainsi être amenés à nier l'être humain, à chosifier l'être humain, et à considérer la miséricorde comme un signe de fragilité. Donc il y a une nouvelle hiérarchisation à cette étape,
entre ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Il n'y a pas d'éviction, encore une fois, de la morale. Hein. Simplement, il y a une transformation totale de cette morale. Par exemple, dans la mesure où on tue au nom de Dieu, l'idée c'est que le geste il est noble, quoi, par exemple. Si on tue des innocents, c'est pas grave parce que Dieu les jugera bien et ils iront au paradis. Donc voilà, on vient légitimer la violence. Pour conclure sur ce processus d'adhésion, ce processus d'adhésion à l'islam radical n'exige absolument pas d'être malade psychiatrique, j'espère que vous l'aurez compris. Si les jeunes ne sont absolument pas conscients que l'endoctrinement est réfléchi, on voit que les rabatteurs sont extrêmement habiles finalement pour les amener à déplacer leur esprit de la confiance vers la méfiance, de la liberté à l'endoctrinement et de la conviction à la violence. Alors, Gérald Bronner, dans l'ouvrage La pensée extrême, décrit trois types d'adhésion aux croyances que l'on retrouve dans l'islam radical, mais plus globalement dans l'endoctrinement sectaire et qui font appel à ces mécanismes mentaux que j'ai décrits plus tôt. Le premier, c'est l'adhésion par frustration. Alors, en quoi consiste-t-il ? Gérald Bronner définit la frustration relative comme l'écart entre finalement ce que l'on mérite. Par exemple, je vais regarder ce que, selon moi, je mérite d'après ce que j'ai fait dans ma vie, et je vais comparer cela avec ce que la vie m'a en réalité donné. Et si l'écart est trop fort, alors on est sur une frustration. Cette frustration, elle est relative. Et chez les jeunes en voie de radicalisation, les recruteurs viennent donner un sens, on l'a vu, à cette frustration en l'inversant. C'est parce qu'ils sont élus qu'ils ne sont pas épanouis. Je vous rappelle que, aussi, selon Gérald Bronner, la démocratie est le régime qui génère le plus de frustration relative, tout simplement parce qu'on y promet tout. On y promet la liberté, l'égalité, l'ascension sociale, la solidarité. Mais la réalité est parfois assez décevante et nous nous trouvons frustrés. Deuxième mode d'adhésion, l'adhésion par transmission. Donc là, il s'agit plutôt, par exemple, quand vous êtes au sein d'un groupe sectaire, vous êtes né dans une secte, eh bien, c'est un effet d'entourage, quoi, si vous voulez. Vous allez mécaniquement adhérer à ce qu'on vous a appris. Donc, on crée des groupes où règne la fraternité, la solidarité, en bref, l'amour, et l'idée c'est de faire partie d'un tout. Comme Scott Atran l'a découvert, hein, contrairement à l'idée qu'on se fait sur l'islam radical, une cellule terroriste n'est pas un groupe ultra structuré avec un chef charismatique et autoritaire. C'est plutôt un groupe d'amis qui se sont radicalisés ensemble. Donc il n'y a pas de loup solitaire, si vous voulez, il y a plutôt un effet d'entourage via la pratique d'un sport, le fait de fréquenter les mêmes endroits, par exemple, notamment la radicalisation en prison. Donc, dernier type d'adhésion, qui est plus rare, mais qui existe, ça a été le cas par exemple pour Mohamed Merah, c'est ce que Gérald Bronner appelle l'adhésion par dévoilement ou adhésion par révélation. Alors, pour l'exemple de Mohamed Merah, c'est une interprétation divine qui va marquer la première étape du processus d'endoctrinement. Ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il était à un moment donné au poste de police, il était retrouvé pour des faits qu'il avait commis, et il avait espéré prier ce jour-là pour que Dieu lui vienne en aide et qu'il puisse s'en tirer à bon compte. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, les policiers étaient un petit peu à côté de leur pompe, disons vulgairement, et l'ont laissé partir. Et à ce moment-là, il a considéré qu'il s'agissait d'un signe de Dieu. Donc on retrouve par exemple la négligence de la taille de l'échantillon, la négation du hasard, ces mécanismes cognitifs, pour venir comme ça donner un sens
à certains éléments, certains événements de notre vie. Et pour conclure sur le thème de l'islam radical, il faut bien avoir à l'esprit que Daesh promet également des ascensions sociales fulgurantes pour les individus, et c'est aussi de là que tient le succès de ces thèses. C'est-à-dire que on vient comme ça montrer des vidéos avec, dans les vidéos de propagande de Daesh, vous retrouvez des individus sur des 4x4, vous retrouvez des individus qui ont des iPhones, tout un tas d'objets assez alléchants. Et finalement, certains jeunes vont considérer qu'en France, l'avenir ne leur promet que frustration, et il est peut-être plus alléchant finalement d'aller voir ailleurs. Alors pour conclure sur cette présentation, je vais paradoxalement reprendre l'introduction dans un premier temps de la démocratie des crédules. Gérald Bronner, alors qu'il lisait des courriers de lecteurs, tombe sur une lettre où un individu qui croyait fermement que le 11 septembre avait été fomenté par la CIA, lui demandait un droit au doute, quoi. Voilà. Il voulait absolument que l'enquête soit réouverte, et l'argument du droit au doute venait comme ça justifier le bien fondé de sa cause. Face à cet argument, que peut-être vous avez déjà croisé, Gérald Bronner rappelle une chose qui, à mon sens, est extrêmement importante, c'est que l'essence de toute vie collective repose sur la confiance entre les individus. C'est-à-dire que si vous sortez dans la rue, c'est parce que vous envisagez l'idée que vous n'allez pas vous y faire tuer. La confiance est aussi nécessaire également qu'elle est fragile. Et en démocratie, il le dit, des droits impliquent des devoirs. Donc si vous réclamez un droit au doute, alors vous avez également un devoir qui est de venir étayer ce doute par des preuves. Et c'est ce qu'il demande aux individus qui réclament ce droit de faire. Un autre point de conclusion que je souhaiterais aborder et que Gérald Bronner aborde, c'est que son œuvre finalement nous rappelle à l'ordre sur la culture de notre esprit critique. C'est-à-dire que faire appel au doute n'est pas suffisant pour se galvaniser d'avoir un esprit critique. C'est une idée que je retrouve parfois chez certains individus. C'est pas parce qu'on doute qu'on est critique ou qu'on est même intelligent. Ce qu'il nous faudrait plutôt apprendre à faire, c'est apprendre à nous méfier des pentes naturelles de notre pensée. Je vous ai donné plusieurs exemples de ces biais cognitifs. Peut-être vaudrait-il mieux pour nous et pour l'éducation, c'est peut-être une idée que vous retiendrez, qu'il faut apprendre à se méfier des structures de notre intuition qui nous amènent parfois à l'erreur, et d'ailleurs qui nous amènent finalement à ne pas profiter pleinement de magnifiques technologies comme l'est Internet. Voilà.